Yo, alors on va parler de carte graphique et de ce que vous pouvez faire pour optimiser votre carte graphique, de ce qui est bien, pas bien et de ce qui pue la merde. Voilà. Bon, pour commencer pour le début, quand vous avez une carte graphique, le meilleur outil que vous puissiez utiliser pour la gérer, c'est MSI Afterburner. C'est écrit MSI, c'est un logiciel sponsorisé par MSI, mais ça va marcher quel que soit le fabricant de votre carte graphique. Ça marche sur certaines cartes AMD aussi, mais c'est moins fiable. De toute façon, je vais parler que des cartes Nvidia aujourd'hui, parce que j'ai pas de carte AMD que je connais pas. MSI Afterburner, si vous avez pas, vous pouvez taper MSI Afterburner sur Google, vous cliquez sur le premier lien là, vous scrollez un petit peu, il est un petit peu pénible à trouver le téléchargement, il faut attendre qu'il y ait ça et vous pouvez le télécharger là. Voilà. Pendant l'installeur, ça va vous demander si vous voulez installer RTSS, vous pouvez dire non merci. Alors, vous allez lancer MSI Afterburner, vous allez arriver sur une saloperie qui ressemble à ça. Alors, le premier truc que vous allez faire, c'est d'aller dans les paramètres, de mettre des petites flèches jusqu'à là, jusqu'à arriver sur User Interface, et de mettre une interface qui est lisible. En l'occurrence, moi je mets la Default V3, la Big Edition. Voilà, bon, maintenant on a une interface qui est déjà beaucoup plus lisible. Alors, premier truc que vous pouvez faire, c'est d'aller dans les paramètres, juste après, onglet général, vous pouvez démarrer Afterburner avec Windows et le démarrer minimisé. Le démarrer avec Windows, ça sert parce que, on va voir juste après que dans MSI Afterburner, vous pouvez gérer la vitesse des ventilos de votre carte graphique, et pour que ça s'applique à chaque fois, il faut qu'MSI Afterburner soit démarré. Ça permet aussi d'overclock sa carte, et l'overclock de la carte, il va rester même si vous ne démarrez pas le logiciel, mais pour avoir les ventes, pour avoir le contrôle de la vitesse des ventilos, il faut avoir MSI Afterburner de lancer, sinon ça marche pas. Du coup, vous pouvez cocher ça, cocher Start minimisé. Il me semble que ces trucs-là, là de base, les hardware control et les low level IO driver, il me semble qu'ils sont pas cochés de base, vous pouvez les cocher aussi. Et vous pouvez appliquer. Ensuite, vous pouvez commencer à aller dans l'onglet des ventilos. Et là, c'est le premier truc que vous pouvez faire pour votre carte graphique, c'est définir une courbe de ventilo personnalisée. Alors, la majorité des cartes graphiques récentes a un mode qu'on appelle semi-passif, c'est-à-dire que les ventilos vont pas tourner tant que la carte arrive à 60 degrés. Alors, moi j'aime pas. Le mode semi-passif, c'est un mode que j'aime pas, pour une raison assez simple, c'est que les ventilateurs d'une carte graphique, quand ils sont à 20%, 30%, ils sont inaudibles. Voilà, ils sont à 35% jusqu'à 50 degrés, je les entends pas. Dans mon PC, je les entends pas du tout. Après, la température exacte que vous mettrez à cette valeur-là, peu importe. Moi, j'ai mis 35% parce que là, je les entends pas. Mais si vous avez votre PC plus près de vous ou que vous êtes très sensible au bruit, vous pouvez les mettre à 20% jusqu'à 50 degrés, ça ira très bien, vous les entendrez jamais. Et votre carte, quand elle fera rien, sera beaucoup plus fraîche, genre 30 degrés, plutôt que d'attendre d'être à 60 pour allumer les ventilateurs, faire souffler les ventilateurs pendant 30 secondes, éteindre les ventilateurs, puis 10 minutes plus tard refaire la même chose, les éteindre, les allumer, etc. Personnellement, je préfère comme ça. Après, la courbe que vous voulez mettre, honnêtement, c'est un peu libre à vous. Moi, elle ressemble à ça, parce que c'est une courbe qui me convient. Les jeux auxquels je joue, ça me permet d'atteindre une température en jeu qui est entre 50 et 60 degrés, sans que ça me casse les oreilles trop souvent, donc moi c'est celle que je fais. Pour les données en dessous, la fan speed update, pardon, c'est le temps entre chaque update des ventilateurs. 5000 millisecondes, ça fait 5 secondes, ça veut dire que mes ventilateurs vont changer de vitesse toutes les 5 secondes. Et la température hystérésis, ça y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop. Ça permet de, par exemple là, c'est-à-dire qu'à 50 degrés je suis à 40%, et puis à 50, je sais pas, ça doit être 52, 53 degrés, je passe tout de suite à 45%. Mes ventilos, ils vont un petit peu... C'est possible des fois que ça saute de l'un à l'autre, c'est-à-dire que mes ventilos sont là, ma carte elle chauffe, les ventilos hop, ils s'emballent pour se rattraper, du coup la carte elle refroidit, hop, les ventilos ils ralentissent, du coup la carte elle chauffe plus, etc. etc. L'hystérésis, ça permet de combattre un peu ça. En admettant que je lui mette 5 degrés comme ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle va être là, mes ventilos, tant que la carte sera pas redescendue 5 degrés en dessous de la valeur, les ventilateurs ils vont pas s'update.
En gros, c'est une manière de mettre une période de grâce au ventilateur pendant laquelle ils vont pas rechanger de valeur. Et ça peut permettre d'enlever un peu ces moments gênants où les ventilateurs ils accélèrent, ils ralentissent, ils savent pas trop quoi faire et tout. Voilà. Et ça, c'est pas la peine de cocher, ça sert à rien. Donc une fois que vous avez défini votre courbe de ventilateur qui vous va bien, là, que vous aimez bien, elle est chouette et tout, vous pouvez la fermer. Vous verrez là, en fonction du temps, ce qui se passe. Et puis, après, tous les autres trucs, là, les core clock, memory clock, c'est de l'overclocking de carte graphique. J'ai pas vraiment envie d'en parler là, on va pas en parler là, c'est peut-être un autre jour. Touchez pas, mais laissez à 0. Et par contre, la power limit, ça vous pouvez la changer assez de base, elle est à 100. Habituellement, de base, elle est à 100. Et ça, vous avez aucun souci à la mettre au maximum. Elle va aller à 110, 120 selon les modèles de carte graphique. Ça, vous pouvez la pousser, il n'y a aucun souci. Parce que la power limit, en gros, quand vous avez une carte graphique, elle va tirer un certain nombre de watts. C'est montré assez facilement là. Là, par exemple, là, ma carte graphique, là, au repos, elle tire 68 watts. Et au maximum, elle peut tirer... Au maximum, elle peut tirer 215 watts, ma carte graphique. C'est-à-dire que sa power limit de base, c'est 215 watts. Quand elle va arriver à 215 watts utilisés, elle va arrêter d'augmenter plus en fréquence ou de tourner plus, parce qu'elle va dire ah, j'ai atteint ma limite de puissance, j'arrête. Augmenter la power limit, ça me permet, sur ma carte graphique en l'occurrence, de passer de 215 watts à 240 watts. Ça veut dire que, même si j'atteins 215 watts, la carte graphique, elle va pouvoir continuer à tirer plus si elle veut, tant qu'elle n'atteindra pas la nouvelle limite. Alors c'est pas dangereux, tant que vous avez une alimentation qui est décente, et voilà, c'est pas dangereux, ça va pas causer d'instabilité, ça va rien faire. La power limit, ça vous pouvez y aller, il n'y a aucun risque à la laisser tourner, il n'y a vraiment aucun risque, donc power limit vous pouvez la foutre à fond, core voltage vous touchez pas, core clock et memory clock. Si vous faites de l'overclocking de carte graphique, faites-le bien, c'est-à-dire en faisant des stress tests, des machins, vérifiez et tout. Sinon, touchez pas, mais mettez pas, copiez pas mes valeurs, ça va pas marcher pour vous, ça va crash tout le temps, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez appliquer. Si vous voulez, vous pouvez sauvegarder profil 1, pour sauvegarder ce profil-là, et cocher appliquer l'overclocking au démarrage du PC. Ça va vous permettre de sauvegarder la power limit au démarrage du PC, facilement. Et bon, une fois que vous avez fait ça sur Afterburner, en gros c'est tout. Si vous voulez, vous voyez l'onglet à droite là qui a plein de valeurs. Dans l'onglet monitoring, vous pouvez vous amuser à cocher, décocher des trucs pour afficher ou ne pas afficher des trucs. Si vous voulez avoir ce monitoring là sur un deuxième écran, si ça vous intéresse, pourquoi pas. J'ai tendance à préférer GPU-Z ou alors Hardware Info pour le monitoring de mon système, mais en soi, Afterburner le fait et si vous voulez, pourquoi pas. Voilà. Alors ensuite, le deuxième truc que pas mal de gens disent et qu'en soi est vrai, c'est de mettre sa carte graphique en MSI mode. Pour faire ça, vous allez pouvoir aller sur Google et taper, je sais pas moi, MSI Line Based, quelque chose comme ça. Sur Bing apparemment, bon, c'est pas très grave. Ça m'amène au bon endroit de toute façon. Forum de Guru 3D. Il explique un petit peu en anglais là à quoi ça sert, je l'expliquerai après. Et il vous donne le téléchargement qui est là, le .zip, vous pouvez le télécharger. Et une fois que vous l'avez téléchargé, ça ressemble à exécuter en admin toujours ce que vous avez téléchargé à ça. Et vous avez votre carte graphique que vous pouvez cocher pour la mettre en MSI mode. Alors le MSI mode, qu'est-ce que c'est? Ça c'est une présentation que j'ai trouvée sur internet qui est pas mal, qui explique pas mal, je vais pas tout faire, hein, mais elle explique pas mal de trucs sur les anciennes méthodes et la nouvelle méthode. Mais pour faire assez rapidement, ça c'est l'ancienne méthode qui, je sais pas, peut-être une dizaine d'années maintenant. Chaque fois que vous aviez un périphérique, vous devez aller voir à l'interrupt contrôleur, et ensuite communiquer au CPU, etc. Donc ça devait passer par là, puis par là, puis par là. Et les trucs n'étaient pas directement connectés au système bus. Et avec le MSI mode, tous les périphériques sont directement connectés au système bus et peuvent envoyer directement les interrupts au CPU.
sans devoir attendre, sans devoir... C'est une méthode de communication entre la carte graphique et le processeur qui est plus efficace, que ce soit niveau vitesse ou un peu tout, qui est plus efficace de façon générale que l'ancienne. Et elle n'est pas activée de base sur les cartes Nvidia, principalement pour un souci de compatibilité, je pense. Même si honnêtement c'est assez bizarre, parce que par exemple sur les drivers Nvidia de Linux, c'est en MSI mode de base, mais sur ceux de Windows, je sais pas pourquoi. Ça y est pas. Mais dans tous les cas, si vous avez une carte graphique qui a moins de 5 ans, 6 ans, bon, par là, si vous avez un système qui a moins de 5-6 ans, vous pouvez l'activer, ça va rien faire. De base, ça doit être quelque chose comme ça. Du coup, vous cochez ça. Vous aurez d'autres trucs là, vous aurez plein d'autres choses selon votre PC, vous aurez des trucs cochés, des trucs pas cochés. Touchez à rien par la carte graphique. Si vous touchez à d'autres choses, vous risquez d'avoir un PC qui démarre plus et de devoir réinstaller Windows et ça fait chier. Alors, cochez la carte graphique, vous pouvez le faire. Les priorités là, low, high, machin, vous pouvez les changer si ça vous fait plaisir. C'est-à-dire vous pouvez mettre votre carte graphique en high, votre USB en high, et puis le reste on s'en bat un peu les couilles. Et dans la vraie vie, je sais pas ce que ça change, j'ai jamais noté de différence, mais ça fait partie des choses où vous pouvez le faire, ça fera pas pire au PC quoi. Voilà. Donc le MSI mode, une fois que vous l'avez coché, appliqué, et il faut redémarrer l'ordinateur pour que ça s'applique. Si vous ne redémarrez pas, ça s'appliquera pas. Voilà. Pour le MSI mode, et enfin pour votre carte graphique, quand vous installez des nouveaux drivers, il y a des outils qui existent pour installer les drivers de façon plus propre, parce que quand vous téléchargez un driver Nvidia, j'en ai pris un, là j'ai pris le dernier, il va installer une assez belle liste de choses en même temps, genre GeForce Experience, les machins de réalité virtuelle, les drivers audio, ce genre de trucs, qui sont pas forcément nécessaires, et il y a des outils qui existent pour les supprimer de l'installeur. Les outils principaux c'est NVSlimmer et NVCleanInstall. La différence entre les deux, c'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que NVSlimmer est sorti en premier et que un mois plus tard, NVCleanInstall est apparu de façon assez magique. A priori, NVCleanInstall a complètement copié NVSlimmer. Mais donc l'autre, la vraie différence principale, c'est qu'avec NVSlimmer, il faut télécharger le driver à part, puis utiliser NVSlimmer pour le nettoyer, et NVCleanInstall vous permet de télécharger directement le driver. Voilà. Et sachant que si vous voulez pas utiliser d'outils en soi, parce que c'est pas forcément obligatoire d'utiliser un outil, je peux vous montrer comment faire ça. Là, j'ai téléchargé le dernier driver sur le site d'NVIDIA. Vous pouvez le clic droit, utiliser 7-zip, l'extraire, parce que c'est juste une archive, ça, et je me suis trompé de dossier. Oi, oi, oi. Bon, c'est pas très grave. Bon, du coup, je l'ai extrait dans mon bureau, là. Hop, et vous pouvez voir qu'il y a le setup, et puis il y a plein de trucs. Il y a la caméra, le container, le NView, le Optimus, télémétrie, VAD, HCI, tout ça, physics, PPC, peu importe. Il y a 200 trucs qui servent à rien. En gros, ce que vont faire les outils là, c'est qu'ils vont supprimer ces dossiers là. Le caméra, container, ça, tous ces trucs là. Ce qu'il va faire le logiciel, pas les copier, non. Bref, ce qui va faire le logiciel, c'est tous les supprimer, sauf ce qu'ils vont laisser, c'est ça et ça. Ça, c'est le minimum requis pour installer le driver. Alors après, vous avez peut-être besoin d'autre chose. Si vous voulez utiliser Shadowplay, il vous faut Shadowplay. Si vous voulez Physics, il vous faut Physics. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on le fait plus à la main parce qu'on est quand même... Ça a quand même un peu changé en 2010-2020 maintenant. On peut utiliser NVCleanInstall. Et je vais prendre celui que j'ai sur le bureau, là, lui. Et là, il va me mettre la liste de tout ce qui existe et de tout ce que je veux ou pas. Alors, l'HD audio. C'est écrit effectivement ce que ça fait, je vais dire un peu pour les plus importants. Si vous voulez le minimum requis juste pour avoir le driver, c'est juste ça. Tout le reste, tout est facultatif en soi. C'est juste vous pouvez avoir besoin de certains trucs. Physics, ça sert à
certains jeux, ils sont assez rares. Si vous voulez la liste des jeux qui supportent Physics, vous pouvez taper Physics Wikipédia, Games peut-être. Voilà. Et c'est ces jeux-là. La liste des jeux, là, elle est là. Elle est pas énorme. Et il faut que, dans la liste des jeux qui supportent Physics, il faut que ce soit en accélération GPU. Par exemple, si je prends The Witcher 3, il est accéléré par le CPU de toute façon, donc j'aurai pas besoin des drivers Physics de ma carte graphique. Sachant que, en plus, les rares jeux qui ont besoin de l'accélération Physics de la carte graphique, de l'installe quand tu installes le jeu. L'HD audio via HDMI, c'est si je veux me servir des haut-parleurs de mon écran, ou que mon PC est branché à une télé et que je vais utiliser les enceintes de la télé. En gros, si je veux faire sortir du son à un truc qui est branché à ma carte graphique, il faut ces drivers audio là. Les SSD runtime, ça vous pouvez les laisser. Généralement, sur un PC, ils sont installés, mais vous pouvez les installer, de toute façon, ça coûte rien. Le USB-C driver, si vous avez une carte RTX, donc une 2000 et quelques, il y a un port USB-C à l'arrière, auquel vous pouvez brancher un peu n'importe quoi, un écran, une souris, une clé USB, un clavier. C'est un vrai port USB du système, vous pouvez brancher ce que vous voulez dessus. Y compris un écran, il y a des adaptateurs USB-C et DisplayPort, si vous voulez, qui marchent bien. Mais pour les utiliser, il faut le driver USB-C. Et si vous avez besoin de GeForce Experience, parce que vous servez de Shadowplay pour faire des trucs, bah il vous faudra GeForce, Shadowplay, et je crois que c'est les deux seuls trucs vraiment nécessaires. Bon, dans les faits, c'est écrit dessus. C'est écrit GeForce Experience, il faut cocher ces trucs-là. Donc je vais là, je les coche, les machins, et sur chaque truc, il y a ceux dont ils ont besoin. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire Next. Ça, vous le dépaquez, le repaquez, vous pourrez installer votre driver proprement. Et le dernier truc qu'il y a, dont je parle parce que voilà, mais que globalement, c'est d'utiliser cet outil-là pour définir l'affinité des interrupts de votre carte graphique. En gros, si vous vous souvenez de ce dont on parlait avant, là, j'ai fermé la page, tant pis, mais de la présentation. Maintenant, la carte graphique peut envoyer des interrupts directement au processeur, et c'est le processeur qui va décider en temps réel de quel cœur de processeur il doit utiliser pour gérer ces interrupts. Et utiliser cet outil-là va permettre de forcer la carte graphique à utiliser un cœur en particulier. Là. En sélectionnant votre carte graphique, en faisant cette masque et puis en mettant le cœur que vous voulez. Par exemple, je sais pas, moi j'ai envie de mettre les cœurs 4 et 5. 4 et 5 parce que 4 c'est le cœur physique et 5 c'est le cœur logique qui lui est associé. Je dis des bêtises. 3 et 4. Non. Alors physique, logique, physique, logique, physique, logique. Voilà, bon, ça c'était bon. C'est le cœur physique et le cœur logique qui lui est associé. Et si je veux, je peux faire ça. Et qu'est-ce que ça change? Ça va... Sur 99% des jeux, ça ne changera rien à votre vie. Ensuite, dans le pourcentage des jeux qui restent, ça a une chance de faire pire et une chance de faire mieux. Par exemple, sur CSGO, si vous avez un système récent et un bon PC, ce paramètre-là va vous faire gagner 15 à 20 FPS, ou plutôt 10 à 20 FPS selon votre PC. C'est le seul jeu où j'ai vraiment vu une différence. Sur tous les autres jeux, j'ai jamais vu aucune différence avec ce réglage-là. Alors est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile? C'est un peu à vous de voir. Moi je le déconseille ça, parce que ça peut... Disons que le gain potentiel est pas suffisamment intéressant pour le mettre, pour le justifier, alors que ça peut créer des problèmes dans d'autres jeux. Et dans l'utilisation du système en général, je conseille pas. Voilà. Et sachant que il y a un truc que j'ai pas dit aussi, le MSI, hop, ça là, le MSI Util V2 et ça, ces deux trucs là, il faut les refaire à chaque mise à jour du driver. Vous allez mettre à jour votre driver Nvidia, ça va se décocher et là, ça va se changer.
Donc si vous avez fait le MSI mode, il faudra le refaire à chaque mise à jour du driver. Voilà. Et pour terminer, ouais, on va parler un peu de KBoost aussi quand même pour terminer. Il y a pas mal, il y a plusieurs tutos sur internet qui vous disent mettez KBoost sur votre carte graphique, etc. KBoost, qu'est-ce que c'est? C'est, si je prends GPU Z, là, ma carte graphique, elle est au repos, là. Elle est à 1500 MHz, c'est sound clock. Et si j'utilise KBoost, ça veut dire que je me mets là, je le lock, hop, je l'applique. Ça veut dire que ma carte va utiliser sa fréquence 3D, donc sa fréquence de quand il y a un jeu vidéo, elle va l'utiliser en permanence sur le bureau. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça va changer mes résultats sur Latency-Mon quand je joue pas. C'est-à-dire que comme ma carte graphique aura une plus haute fréquence, j'aurai des plus jolis chiffres sur Latency-Mon quand je suis pas sur un jeu. Par contre, quand je suis sur un jeu vidéo, de toute façon ma carte elle est à sa fréquence 3D quand je suis sur un jeu toujours, évidemment. Donc concrètement, pour moi KBoost, ça ne sert à rien. Ça sert juste à se branler sur des chiffres Latency-Mon et dépenser, je sais pas, user sa carte graphique pour rien en fait. Même si ça va pas vraiment user sa carte graphique, évidemment, ça va rien changer à la durée de vie de votre carte graphique. Mais la CG, elle va être à sa fréquence maximale quand vous lancez un jeu, peu importe. Même si je lance, le render test de GPU Z, qui est de la merde, vous voyez que ma carte graphique, elle monte à sa fréquence max. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de... Quoi que vous fassiez en 3D, la carte graphique, elle va monter à sa fréquence 3D, toujours. KBoost, ça sert à rien. Voilà.